Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, je reçois Olivier Roland pour parler de réussite, de dépassement de soi et d'entrepreneuriat. Olivier Roland a abandonné l'école à l'âge de 19 ans pour créer sa première entreprise et n'a jamais regardé en arrière. Il est aujourd'hui entrepreneur en série, blogueur, youtubeur, investisseur en start-up, auteur de best-sellers, archéologue amateur, plongeur, pilote d'avion amateur, globe-trotter, conférencier international et philanthrope, parmi ses nombreuses casquettes. Il a construit une audience mondiale de plus de 450 000 femmes, convaincues par sa méthode, tout en parcourant le monde 6 mois par an depuis plus de 10 ans. Lorsqu'il était à l'école, il se sentait souvent inadéquat et démotivé. Il a longtemps pensé qu'il s'agissait d'un problème ou d'une faiblesse, jusqu'à ce qu'il réalise que cela pouvait être une force. Olivier aspire à être un rebelle intelligent, libre de rompre avec le modèle traditionnel de réussite pour se créer sa propre réalité. Olivier a maintenant pour mission de montrer qu'il n'est pas nécessaire d'être brillant à l'école pour être brillant dans la vie. Il est l'auteur du best-seller « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », publié aux éditions Alicio. Alors cet épisode est pour vous si l'école et les études n'ont jamais été votre fort et pourtant vous avez de grandes ambitions dans la vie. Vous êtes bien déterminé à entreprendre votre vie et à ne pas laisser les conditionnements vous arrêter. L'entrepreneuriat vous tente, mais vous vous demandez si vous avez ce qu'il faut pour réussir. Vous aimeriez avoir plus d'audace et vous avez envie aujourd'hui d'être inspiré. Alors bonjour Olivier et bienvenue. Bonjour Christine, merci de m'avoir invité. Donc tu es l'auteur du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Est-ce que tu peux du coup nous raconter comment s'est passé ton parcours de vie et comment tu as fait pour passer d'échec à l'école à la réussite dans la vie ? Alors oui, comme tu l'as mentionné, j'ai arrêté l'école très tôt puisque j'ai quitté le système scolaire à 18 ans. J'aime bien dire que j'ai un bac-2 et pour créer ma première entreprise, qui était une entreprise d'informatique, que j'ai créée un an après avoir quitté l'école, donc à l'âge de 19 ans. Et ça a été une aventure absolument extraordinaire. Puisque voilà, passer du statut de lycéen chez l'entreprise, ça implique de devoir faire pas mal d'acquisition de connaissances, de pratiques sur le terrain, de ténacité, et puis de savoir utiliser la chance de la bonne manière. Et au bout de 5 ans à peu près, eh bien, je voulais avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, parce que comme beaucoup d'entrepreneurs, je travaillais 60-70 heures par semaine. Et c'est là que je me suis rendu compte, avec un choc, que cette entreprise que j'avais créée pour sortir d'un système qui ne me convenait pas, donc le système scolaire, pour me réaliser et pour devenir libre, eh bien, était en fait devenue une prison que je m'étais moi-même bâtie, parce que cette entreprise, c'était ma seule source de revenus. Je ne voyais pas comment diminuer mon temps de travail dans l'entreprise sans mettre en péril la rentabilité. Je ne voyais pas comment vendre cette entreprise et en tant que chef d'entreprise en France, je n'avais pas le droit au chômage. Donc, je me suis dit, alors là, c'est quand même incroyable, je ne peux rien faire, je suis bloqué dans cette boîte, qu'est-ce que je peux faire ?
Et je me suis mis en quête d'une solution que j'ai trouvée après quelques années en lisant un livre qui a changé ma vie, qui est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et ensuite, The E-Myth, qui maintenant, je crois, a été publié en français par mon éditeur d'ailleurs, sous le nom Le mythe de l'entrepreneur, si je dis pas de bêtises, de Michael Gerber. Michael Gerbet en bon français, ça s'écrit Gerbet, son nom de famille. Et ces deux livres ont complètement changé. Je crois que j'ai mis un week-end pour lire chacun d'entre eux. Ils ont complètement changé ma vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans, à savoir l'entrepreneuriat. Et ça m'a motivé à lire plein d'autres livres et aussi à créer un business web. Et donc, j'ai créé plusieurs blogs. Les deux premiers n'ont pas très bien marché, mais le troisième est un blog qui a rencontré le succès, qui m'a permis de devenir blogueur professionnel. Il s'appelle Des livres pour changer de vie. Et c'est dans ce blog, notamment, je partage des livres incroyables qui changent la vie. J'ai publié de nombreux résumés. Maintenant, c'est mon équipe qui s'en occupe, et des articles sur comment bien les appliquer. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois, parce que tu avais écrit un article sur mon livre J'arrête de râler, il me semble. Oui, c'est ça. Et je t'avais interviewé à l'époque sur. J'ai fait 2 interviews de toi. Une sur comment tu as fait pour avoir autant de succès avec ce livre, puisque à l'époque, je crois que tu avais interviewé en 2013, tu avais déjà atteint les 100 000 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises, donc oui. 2 ou 3 ans après la sortie. Et puis, je t'avais aussi interviewé sur le contenu en lui-même. Et voilà, des interviews que j'avais publiées à la fois sur mon blog et sur la chaîne YouTube. Et donc voilà, aujourd'hui, ça fait depuis fin 2010 que je voyage 6 mois par an. J'ai vendu la première entreprise et je suis très heureux de dire que j'ai une entreprise qui est au service de ma vie, plutôt que ma vie soit au service de mon entreprise. Et c'est ce que j'enseigne. C'est une des choses que j'enseigne. J'aime bien dire que je suis un prof de liberté et que j'enseigne aux gens que ça intéresse à devenir plus libres, à la fois matériellement par l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat malin, parce qu'on peut, comme je l'ai dit, on peut très bien se créer sa propre prison en créant sa boîte, et beaucoup d'entrepreneurs, c'est même la norme, presque le font, et puis libre dans sa tête, notamment via le développement personnel, comment devenir la meilleure version, enfin une meilleure version de soi-même. Et ça m'a permis de développer, comme tu l'as dit, une audience de plusieurs centaines de milliers de personnes. Alors, c'est toujours difficile d'estimer combien exactement, parce que bien sûr, il y a un gros regroupement entre les gens qui te suivent sur Facebook, sur YouTube et sur les autres plateformes, donc tu ne sais pas vraiment combien. Et oui, j'estime à quelque chose comme 1,5 million de personnes qui suivent régulièrement mon contenu. Super, super. Alors, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on peut avoir hérité de croyances très limitantes sur le fait que pour réussir, il faut travailler dur, il faut travailler plus. Et c'est toujours, on devient en effet enfermé dans il faut que je travaille plus d'heures pour gagner plus d'argent. Et à un moment donné, on n'a juste pas plus d'heures. Et donc, du coup, on n'arrive pas à avoir plus d'argent. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent cette idée qu'il faut travailler dur. Et il y a un motto que certaines personnes utilisent souvent. Ils disent work hard, play harder. Et donc, travaillez dur et amusez-vous encore plus dur, enfin encore plus. Work hard, play harder. Et moi, j'aime bien dire non. Work better, play harder. Et effectivement, moi aussi, je lutte beaucoup contre cette croyance qu'il faut travailler plus. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais il faut surtout travailler mieux. Et avoir des stratégies et avoir une manière de penser notre business qui soit plus efficace. Sauf que, et ça, c'est sûrement ce que tu transmets beaucoup dans ta formation, c'est que pour penser son business mieux, il faut voir les possibles. Et souvent, c'est là où on est très limité, c'est qu'on ne voit pas les possibles. On a une vision très limitée de qu'est-ce qui est possible. Et toi, tu en es l'exemple même. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est possible d'avoir un business où on voyage 6 mois par an, par exemple? Là, c'est typiquement, tu nous montres comment ouvrir les possibles avec ça. C'est clair, je suis entièrement d'accord. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut travailler plus intelligemment et pas plus dur. Des gens qui travaillent plus dur, on peut en voir plein. On a des tas d'exemples dans l'histoire. Par exemple, les mineurs, c'était probablement un des métiers les plus durs du monde. C'est pas pour autant que les gens gagnaient bien leur vie et avaient beaucoup de temps libre. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup
pas un mythe, mais on va dire en tout cas ce modèle dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans beaucoup d'autres métiers où on se dit pour réussir, il faut absolument travailler dur. Moi, je dis travailler dur, c'est juste une partie de l'équation. Travailler malin, c'est mieux. Pour ceux qui veulent travailler dur et malin, dans ce cas-là, vous pouvez atteindre des sommets. Pour ceux qui veulent juste travailler ce qu'il faut pour pouvoir apprécier la vie et se consacrer à d'autres choses qui leur plaisent, qui ne sont pas forcément du travail en tant que tel, c'est aussi une possibilité. Et après, au-delà de travailler, bien sûr, il y a cette grande différence qui est très importante à comprendre pour un entrepreneur, qui est de la différence entre travailler dans son business et sur son business. Parce que c'est là où justement notre travail va avoir un effet de levier et qu'on va créer le fruit de notre travail va s'accumuler et va finir par travailler pour nous. C'est quand on travaille sur notre entreprise plutôt que dans. Alors la distinction, elle est ultra importante à comprendre. C'est simplement que quand on travaille dans son entreprise, on a une approche technicienne. Donc typiquement, je donne un exemple simple. Voilà, je suis plombier, je suis employé par une entreprise de plomberie, donc je suis bon dans mon métier. Donc je vais me dire, ok, du coup, moi j'ai envie d'être libre, donc je vais créer mon entreprise. Et ça, c'est l'approche, on va dire, de l'essentiel des gens qui créent leur boîte. Et c'était la mienne aussi. Quand j'ai créé ma boîte d'informatique, je suis parti de mes compétences parce que j'étais devenu bon en informatique, parce que voilà, j'étais très timide quand j'étais adolescent et comme beaucoup de gens timides, je me suis plongé dans le monde de l'informatique parce qu'il y a deux grandes qualités. C'est que, un, il est fascinant, on peut apprendre plein de choses et deux, il ne demande pas beaucoup d'interaction humaine. Donc, je suis parti de ces compétences-là et je me suis dit, puisque je suis bon en informatique, je vais pouvoir faire une boîte basée sur ces compétences-là. Et c'est tout à fait OK comme démarche, mais il y a quand même un problème et un piège potentiel et même plusieurs pièges potentiels dont il faut avoir conscience. Le premier, c'est que c'est pas parce qu'on est bon techniquement dans ce qu'on fait qu'on va être un bon chef d'entreprise, parce que ça demande d'autres compétences que la simple compétence technique. Ça demande une compétence de stratégie, de vision, de recrutement, de management, surtout au début où on fait tout, on est au four et au moulin, de gestion financière, de marketing, etc. etc. Mais aussi, le piège fondamental, c'est que justement, on peut rester bloqué dans cette approche technicienne et toujours avoir cette, par défaut, par tradition et souvent parce qu'on ne prend pas le temps, on est tellement né dans le guidon, on ne prend pas le temps de prendre du recul et de réfléchir, on va justement rester à faire trop de choses dans l'entreprise plutôt que de travailler sur son entreprise. C'est quoi travailler sur son entreprise? C'est justement mettre en place les processus, les équipes, les manières de déléguer, les logiciels parfois, parce qu'on peut automatiser de plus en plus de tâches maintenant, qui vont faire qu'on est de moins en moins important techniquement dans sa boîte. L'idéal et la vision, c'est qu'à terme, l'entreprise, elle peut tourner sans nous. Et ça fait aussi souvent très mal à l'ego des dirigeants d'envisager quelque chose comme ça. Ça, on pourra en parler, c'est encore un autre sujet. Mais c'est vraiment une différence fondamentale. En fait, un très bon exercice que tous les entrepreneurs peuvent faire, c'est de se dire, de prendre pendant une semaine et toutes les demi-heures, de se dire, OK, la demi-heure qui a passé, est-ce que j'ai travaillé dans mon entreprise ou sur mon entreprise? Et ça peut permettre d'avoir une meilleure clarté sur ça. Mmh. Mmh. Formidable, formidable. En effet, c'est une manière de voir les choses, qui change tout. Alors, on parlait tout à l'heure de cette notion de liberté et de ta passion à vraiment aider les personnes à être libres dans leur vie. Et donc, en effet, l'entrepreneuriat, pour cette notion de liberté, est assez à la mode. Moi, personnellement, j'accompagne de nombreux entrepreneurs. J'accompagne aussi pas mal de femmes en entreprise qui, elles, souhaitent rester salariées et qui cherchent à casser le fameux plafond de verre que rencontrent certaines femmes. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat est à la portée de tous? Alors oui, l'entrepreneuriat est à la portée de tous. Ça ne veut pas dire que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat. Clairement, je pense que pour toutes les personnes qui ont de la volonté, qui veulent devenir entrepreneurs, c'est possible. C'est possible d'apprendre le mindset, c'est possible d'apprendre les bonnes méthodes, c'est possible d'avoir une bonne idée. Personne n'est à l'abri d'avoir une bonne idée. Il y a des bonnes idées qui ont été trouvées par des tas de personnes avec des profils extrêmement différents et qui venaient de toute origine, de tout milieu social. Donc, clairement, c'est possible. Et ça me fait penser au motto de The Family, qui est un incubateur de start-up assez connu en France et en Europe, et qui dit Anyone can be an entrepreneur, but not everyone can be. Donc, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais alors on ne peut pas traduire exactement parce qu'il y a une petite nuance entre anyone et everyone en anglais qu'on n'a pas en français. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde que c'est fait pour tout le monde et que tout le monde va avoir envie de le faire. Et ils veulent dire aussi qu'un entrepreneur peut venir d'absolument n'importe où. Donc, je pense que la première chose… Oui, vas-y. Vas-y, non, vas-y, excuse-moi, vas-y, je ne veux pas te couper, vas-y.
Donc, je pense que la première question à se poser pour savoir si on est fait pour être entrepreneur ou pas, c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que ça me tente de créer ma boîte? C'est vraiment le premier filtre. Pour les gens qui ne s'attendent pas, il n'y a absolument pas de problème, il n'y a pas d'obligation à devenir entrepreneur. Et donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont envie de le devenir, souvent, c'est un signe que peut-être vous pouvez l'être. Et je pense que clairement, la majorité, la très grande majorité des gens qui veulent devenir entrepreneurs peuvent le devenir. Hmm. Et alors, est-ce qu'on peut pousser justement, c'est ça la question que je voulais te poser, c'est comment, si je me pose la question d'être entrepreneur, donc imaginons que je me pose la question, est-ce que j'ai envie de monter ma boîte? Et la réponse est oui, je sens que j'ai envie de monter ma boîte, mais en même temps, j'ai peur de ne pas y arriver. Peut-être souvent, beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont des entrepreneurs me disent, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Je suis d'une famille de fonctionnaires ou je suis d'une famille de professeurs. Enfin, voilà, je suis dans une famille où l'entrepreneuriat n'est pas la culture. Et donc, quelles sont les autres questions qu'on peut peut-être se poser pour pouvoir un peu mieux voir si c'est un chemin sur lequel c'est une bonne idée de se lancer pour nous? Donc, la première Alors question, c'est oui, est-ce que j'en ai envie? Mais après, il y a quoi d'autre comme question qu'on peut se poser? oui, bon, déjà, juste sur l'entourage, c'est la situation de la majorité des entrepreneurs, hein. Moi-même, mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs. Mon père a travaillé à la Poste pendant des années. Ma mère était mère au foyer et ensuite elle était éducatrice pour des gens qui étaient analphabètes. Donc vraiment rien à voir, hein. Et voilà, donc j'avais pas d'exemple direct dans ma famille proche. Enfin, il y a mes grands-parents qui étaient commerçants artisans, c'était des entrepreneurs, mais bon, ils m'ont un petit peu influencé, mais pas plus que ça. Donc, je veux dire, c'est pas un problème en tant que tel. C'est juste que il faut en tenir compte. Et tu as parlé de peur aussi. Donc, une fois qu'on a l'envie, la deuxième étape, c'est d'avoir l'idée en fait de qu'est-ce qu'on veut créer. Et on peut aussi je pense que la peur, il faut l'adresser après parce que finalement, tant qu'on en est au stade du projet, il n'y a pas tant de peur à avoir. Finalement, la peur, elle se manifeste surtout au moment de concrétiser. Donc, moi, mon premier conseil, c'est que si vous ressentez l'envie, mais en même temps la peur, déjà, comprenez que tant que vous en êtes au stade du projet, il ne s'est rien passé. D'accord? Donc, vous êtes en train de vous amuser avec quelque chose de virtuel. Donc, il n'y a pas de problème à envisager la chose, à réfléchir à la chose, à enquêter, à investiguer, à vous former un petit peu parce que ça reste virtuel tant que vous n'avez pas fait de pas concret. Donc, vous prenez ça comme un jeu, comme une enquête, une investigation au début. Et puis, quand vous allez progresser justement dans les idées que vous allez pouvoir avoir pour créer une entreprise, dans les formations, les livres que vous allez lire, les gens que vous allez rencontrer, vous allez peut-être, la peur va diminuer, puis plus votre idée sera concrète et plus ça vous paraîtra faisable en fait. Et ensuite, pour dépasser cette peur, il n'y a pas 3000 méthodes. Alors, je vais quand même partager quelques conseils, mais comme je dis toujours, je peux partager tous les conseils du monde. Il n'y a rien qui remplace le fait d'avoir peur et de le faire quand même. Au bout d'un moment, c'est ce que vous allez devoir faire. Vous allez toujours ressentir la peur jusqu'au moment où vous allez faire les choses. Et si vous regardez dans votre vie, ce qui s'est passé à chaque fois que vous avez eu peur, typiquement, comment vous avez fait pour dépasser ces peurs-là? Il n'y avait pas 3000 solutions. Vous avez dû faire la chose en ayant peur et c'est en faisant la chose que la peur s'est estompée. Moi, je me rappelle que j'avais peur, par exemple, de faire du vélo sans les petits trous et ma mère m'a engueulé, m'a enlevé les petits trous de force et j'étais tout étonné de me rendre compte que j'étais capable de faire du vélo sans les petits trous. Et c'est grâce à ça, c'est parce que je l'ai fait que ma peur a disparu. Ma mère, elle aurait pu argumenter avec moi pendant des semaines, j'aurais toujours eu peur, en fait. Donc voilà, il faut bien comprendre ça, que c'est le passage à l'action qui fait disparaître la peur. Mais bon, une fois cela dit, on peut quand même utiliser certaines stratégies, méthodes et avoir un mindset particulier qui permet de ne pas être aussi paralysé par la peur qu'on peut l'être. Déjà, en termes de méthode, en entrepreneuriat, il y a deux grandes écoles. Il y a celle qui vous dit vous devez brûler vos navires derrière vous et vous n'avez que deux choix. Comme ça, vous n'avez que deux choix. Soit vous réussissez, soit en gros, vous allez mourir tout seul, tout nu dans la forêt, quoi. En gros, c'est ça, hein. Donc, parce que comme ça, si vous vous mettez dos au mur et que vous faites en sorte d'avoir que cette option de réussir ou de mourir, eh bien, ça va vous donner une motivation extrême et vous allez vous forcer à réussir. Et moi, je ne suis pas un très grand fan de cette approche. Je pense qu'elle peut fonctionner pour certaines personnes, mais que pour la majorité des gens, c'est un petit peu trop brutal comme méthode et qu'il y a quand même un taux d'échec avec cette méthode-là et que les gens qui se sont mis dans une situation difficile pour réussir et qui n'y arrivent pas, ça peut vraiment être problématique. Il y a la deuxième approche
qui est celle de prendre des risques, parce qu'il faut toujours en prendre pour être entrepreneur, ça c'est sûr, mais de prendre des risques mesurés. Parce que c'est pas vrai qu'il faut absolument être kamikaze et de faire des all-in comme au poker pour être entrepreneur. On voit souvent des exemples emblématiques comme Elon Musk qui, lui, a fait plein de all-in dans sa vie et qui cartonne. Et on se dit, ah bah donc c'est ça être entrepreneur. Mais en fait, pas du tout. L'écrasante majorité des entrepreneurs prennent des risques mesurés, c'est-à-dire des risques où si jamais ils échouent, bah, c'est pas la fin du monde. Ça va pas chambouler leur vie. Ça va pas, ils vont pas se retrouver à la soupe populaire ou SDF. Et moi, dans toutes les choses qui peuvent paraître un petit peu folles que j'ai faites dans ma vie, en fait, c'était toujours basé sur une expérience simple que j'ai mis en place dans ma vie et qui m'a convaincu que c'était possible. Et surtout, j'ai mis en place après ce changement de manière à ce que même si ça ne marche pas, ça n'allait pas être la fin du monde. Donc, je vais donner quelques exemples. Parce que combiné à cette approche, il y a aussi cette idée que je viens juste de dire, de se poser la question de, OK, voilà, j'ai mon idée d'entreprise. Comment je peux mettre en place une expérience simple qui ne demande pas beaucoup de ressources en argent, en temps, en énergie, que je peux mettre en place dans ma vie maintenant sans tout chambouler, qui va être connecté au terrain, qui va me permettre de voir si mon idée est bonne ou non. Donc, je vais donner quelques exemples. Déjà, on peut se dire, waouh, le mec, il a arrêté l'école à 18 ans avant d'avoir son bac, c'est vraiment un fou. Il faut vraiment avoir, faut faire un all-in comme au poker, il faut avoir beaucoup de courage. Alors, en fait, si on regarde comment j'ai fait ça, on se rend compte que finalement, je n'avais pas pris tant de risques que ça. Parce que, alors que j'étais encore lycéen, avec un de mes amis, on s'était rendu compte qu'on dépannait régulièrement les problèmes informatiques de gens qui trouvaient ça insurmontable, alors que nous, on résolvait ça d'un claquement de doigts. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec cette compétence qu'on a développée ? Et donc, plutôt que de quitter l'école immédiatement, de faire un business plan sur 10 ans et d'aller lever des centaines de milliers d'euros en fonds, on a été très malin à l'époque. On s'est dit, hey, si on passait une petite annonce dans un journal local pour voir ce que ça va donner. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a investi 60 francs, c'était encore en francs à l'époque, donc c'est à peu près 10 euros, donc rien du tout. Et on a fait 5 000 francs, donc ça doit être à peu près 800 euros de chiffre d'affaires en un mois. Et là, à l'époque, on avait 18 ans, on gagnait peut-être 10 euros par mois d'argent de poche. Donc, c'était absolument démentiel pour nous. Et ce simple test, qui était tout bête, qu'on a pu faire, mais sans aucun moyen, et sans chambouler notre vie du tout, hein, parce que je veux dire, si le test échouait, ce n'était pas grave. On était encore à l'école, il suffisait de continuer la vie comme d'habitude. Hein. Ce test nous a montré que, notre idée, effectivement, était bonne, que 2, on pouvait gagner de l'argent, que 3, les gens nous appelaient, qu'on pouvait aller chez eux et qu'ils étaient contents du service, parce que 4, ils nous donnaient de l'argent dans nos mains. Et c'est cette expérience qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter l'école. Alors, arrêter l'école à 18 ans, là, c'était déjà un geste un peu plus audacieux, c'est certain, mais il était appuyé sur une expérience du terrain qui m'a montré que cette idée était viable. Mon ami, lui, m'a dit, écoute, moi, je préfère d'abord passer le bac, avoir un diplôme, et puis je ferai ma boîte après, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et moi, j'ai dit, pas de problème, écoute, moi, le système scolaire, ça me saoule, donc je quitte maintenant, on verra bien. Mais en même temps, et ça, c'est aussi quelque chose que je recommande, j'avais un plan B si jamais ça se plantait. J'avais envisagé dès le début ce qui se passerait si jamais ça ne marchait pas. Et je me suis dit, c'est pas grave, dans le pire des cas, si ma boîte se plante au bout d'un an ou deux, ça se fera un an ou deux sabbatique pendant lesquels j'aurai beaucoup appris, j'aurai quelque chose à mettre sur mon CV et j'aurai une expérience unique que très peu de gens de mon âge peuvent se targuer d'avoir. Et puis, je retournerai à l'école, tout simplement. C'est pas un problème. Mes parents m'ont dit oui, mais tu devrais passer ton bac d'abord. Mais je leur ai dit, mais ça sert à quoi ? De toute façon, au pire, je reviens au lycée, je passe mon bac et puis on n'en parle plus. C'est pas un souci. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis finalement, ça a fonctionné. Et donc là, tu vois, on a vraiment un exemple concret de, OK, quelle expérience je peux mettre en place qui ne chamboule pas ma vie et qui va me permettre d'avoir des données qui viennent directement du terrain. Et ensuite, OK, je fais un changement audacieux, mais je fais en sorte que même si je me plante, voilà, je me retrouve pas dans la rue. Et quand je suis passé de mon entreprise d'informatique à l'entreprise que j'ai aujourd'hui, pareil, j'ai fait ça avec une transition douce. Je n'ai pas arrêté du jour au lendemain ma boîte, qui était ma seule source de revenus. Non, j'ai commencé par faire un blog que je pouvais animer à temps partiel. À l'époque, je mesurais mon temps et je le publiais sur mon blog, donc je me rappelle très bien. Je passais à peu près une dizaine d'heures par semaine
donc à peu près 10 heures, hein, à lire un livre, à le résumer sur mon bouquin, sur mon blog, pardon, pas sur mon bouquin, sur mon blog, à faire des articles, etc., etc. Et j'ai fait ça pendant un an, et cette simple expérimentation qui m'a demandé une dizaine d'heures par semaine, donc j'ai quand même dû faire des sacrifices, hein, j'ai quand même réduit un petit peu mon temps de travail, j'ai dû faire un petit peu moins d'activité à l'extérieur, mais c'était un projet qui me passionnait, dans lequel j'apprenais beaucoup, et je savais que même si ça n'allait pas devenir un business qui fonctionnait, eh bien, j'allais quand même en retirer quelque chose puisque j'aurais lu plein de livres. J'ai démarré des livres pour changer de vie avec un défi de lire 52 livres en 52 semaines et d'en poster un résumé donc, par semaine pendant un an. Donc, je me suis dit, dans le pire des cas, j'aurais lu plein de bouquins, d'excellents livres de business et de développement personnel. Donc, j'aurais appris plein de choses intéressantes. J'aurais probablement appris des techniques intéressantes que je vais pouvoir appliquer dans mon entreprise. Et puis, ça me fera une plateforme sur le web que je pourrai utiliser plus tard. Bon, au final, ça a fonctionné. Et quand ça a fonctionné, quand mon blog a commencé à générer un véritable chiffre d'affaires entreprise, je n'ai pas tout quitté du jour au lendemain. J'avais une de mes grandes motivations pour créer un business sur le web, c'était de pouvoir voyager. Donc, je me suis dit, OK, je vais tester cette idée que j'ai de voyager. On va voir si ça me plaît vraiment ou pas. J'avais jamais quitté l'Europe avant. Donc, là, je fais pas les choses à moitié. Là, on peut dire que c'est un petit peu audacieux, mais bon, voilà, je fais pas les choses à moitié. Je vends un tiers de mon entreprise sous forme de portefeuille client. Je me débarrasse de la part de mon entreprise, de la première entreprise, hein, qui me prenait le plus de temps. Tous les clients un peu casse-pieds, qui me prennent plein de temps, je m'en débarrasse en vendant cette partie-là. Je donne le reste à mes employés, je donne les clés et je leur dis, voilà, je vais partir pendant un mois à l'autre bout du monde. Je compte sur vous pour gérer l'entreprise. Si vous avez un souci, vous pouvez me contacter et tout ça. Et donc, je pars à Wallis et Futuna, qui est un petit territoire français à l'autre bout du monde, hein, dans le Pacifique, et puis à Fidji. Donc, j'ai fait 15 jours à Wallis, 15 jours à Fidji, en me disant, voilà, là, je pars à l'autre bout du monde, je vais quand même être connecté au web, on verra ce que ça va donner. Et j'ai adoré ce voyage. Et j'ai même pu faire un lancement de produit là-bas, c'était aussi un des tests que je voulais faire. Et je suis rentré non seulement plus riche humainement, spirituellement et tout ça, mais en plus plus riche financièrement. Et ma boîte s'est très bien portée la première. Donc je me suis dit, waouh, j'adore les voyages. Ok, bon, bah, c'est décidé, je vends ma première boîte et je me consacre à cette nouvelle entreprise, qui est exactement ce que j'ai fait. Donc tu vois, là encore, on a un exemple de transition douce avec des risques mesurés qui ont été pris, une expérience sur le terrain que j'ai pu mettre en place sans que ça chamboule ma vie et des plans B, C, D, E, F, G, H au cas où le plan A ne fonctionne pas. Mhm. Ce que je trouve intéressant, c'est que derrière ces deux histoires que tu nous racontes, je perçois une relation avec l'échec qui est peut-être très différente de celle de beaucoup de personnes qui nous écoutent. Comme tu l'as dit d'ailleurs, hein, il y a un peu ce côté, les gens ont tendance à penser que c'est soit blanc, soit noir, quoi. Soit je réussis, soit j'ai l'échec. Mais tu vois, quelqu'un qui quitte le lycée aurait eu les boules de se dire que c'est possible de revenir 2 ans plus tard pour finir et de se retrouver à 20 ans en terminale. Tandis que toi, tu préférais prendre le risque de te retrouver à 20 ans en terminale. Euh, et puis, bon, bah, ça n'aurait pas été le plus cool pour toi parce que tu aurais été plus âgé. Et puis voilà. Mais en même temps, c'était plus intéressant pour toi de prendre ce risque-là. Parce que de l'autre côté, il y avait le risque de réussir, le risque que cette boîte d'informatique marche et que tu sois vraiment mieux là-bas. Et donc, tu as préféré aller vers quelque chose qui serait potentiellement vraiment mieux pour toi. Et tu étais prêt à assumer peut-être l'inconfort de l'échec qui était toujours présent dans ton raisonnement. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Absolument. je crois que pas mal de personnes pensent, enfin, ne voient pas cette possibilité d'assumer un échec et de garder la tête haute, de se dire voilà, j'ai voulu monter ma boîte, j'ai voulu démarrer ça, j'ai testé, comme le dit Olivier, j'ai fait des essais, et puis ça n'a pas marché. Et donc finalement, je reviens en arrière. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un retour en arrière? En général, on change plutôt de direction plutôt qu'un vrai retour en arrière, on va ailleurs. Mais voilà, certaines personnes ne sont pas prêtes, ne pensent pas que c'est possible d'être OK avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, oui, absolument. Bah, c'est sûr que dans l'entrepreneuriat, il faut savoir prendre des risques à un moment ou à un autre. Mais bon, déjà, tu vois, avec ce processus d'expérience, ça permet de prendre des risques qui sont quand même plus mesurés. Après, il n'y a jamais de garantie de succès, c'est évident. Tu vois, tu te dis, oui, ça aurait été, tu n'aurais pas été super à l'aise de te retrouver à 20 ans en terminale. C'est sûr, mais en même temps, imagine, j'aurais eu une super histoire à partager.
Mais qui dans la classe aurait pu se targuer de faire ça, tu vois? Personne. Peut-être que je serais devenu le mec le plus cool de toute la classe avec ça, j'en sais rien, tu vois? Donc, voilà, il faut aussi savoir qu'on n'est jamais à l'abri de ce genre de truc. Et en plus, avec le recul, je ne savais pas quand j'étais marré, mais avec le recul, si ma boîte s'était plantée au bout de 2 ans, j'aurais probablement rencontré suffisamment de personnes pour pouvoir me faire embaucher comme responsable informatique quelque part. Ça j'ai pas trop de doute par rapport à ça, tu vois. Enfin, il y aurait eu d'autres opportunités que j'aurais vues qui se seraient présentées à moi. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir faire des pas, tu vois. Il y a beaucoup de, tu vois, il y a une citation, alors je sais plus qui dit ça, non, je sais plus, qui dit la connaissance du chemin ne se substitue pas au fait de faire un pas devant l'autre. Tu peux étudier un itinéraire toute ta vie. Si au bout d'un moment, tu ne fais pas un pas devant l'autre, il ne se passe rien, quoi. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, il faut faire les premiers pas. Et donc, vraiment, pour toutes les personnes qui ressentent cette peur paralysante, qui n'arrivent pas à dépasser ça, moi, ce que je recommande, c'est de faire ces premiers pas qui ne sont pas si engageants que ça. Finalement, vous pouvez toujours rebrousser chemin quand vous êtes au démarrage, il n'y a pas de souci. Et voilà, commencez par réfléchir à vos idées, commencez à vous renseigner un petit peu sur le processus de création d'entreprise, sur l'entrepreneuriat. Il y a des tas de livres à lire intéressants. Commencer à rencontrer des gens qui sont dans ce milieu, aller voir des associations, des structures d'accompagnement à la création d'entreprise. Il y en a plein dans les villes francophones, déjà pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme expérience là dans votre vie actuelle sans rien chambouler. Alors peut-être que vous allez devoir faire quelques sacrifices comme diminuer le temps que vous passez à certaines activités, voire même en arrêter complètement. Moi, je sais qu'en moyenne en France, et je crois que c'est la même chose en francophonie, les gens passent 4 heures par jour à regarder la télévision, à regarder des trucs de divertissement sur Internet. Donc, je veux dire, voilà, au bout d'un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Peut-être que vous ne faites pas 4 heures par jour, mais 2 heures par jour, mais même 2 heures par jour, c'est facile. Il suffit que vous fassiez plus qu'1 heure par jour pendant, je ne sais pas, 3-6 mois, et vous passez 1 heure par jour à bosser sur votre projet d'entreprise. Et voilà, ça reste virtuel, c'est pas engageant. Vous allez développer vos compétences sur le sujet. Après, si vous arrivez à trouver une expérience à faire qui chamboule pas votre vie, qu'est-ce qu'il y a d'effrayant là-dedans? Il n'y a rien d'effrayant. Moi, le test que j'ai fait avec mon ami de passer une petite annonce locale dans un journal d'annonce locale, qu'est-ce qu'il y avait d'effrayant là-dedans? Rien du tout. Je veux dire, si ça marchait pas, on avait perdu 10 euros. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, hein. Donc, essayez de trouver comme ça une expérience qui vous confronte à la réalité du terrain et qui n'est pas effrayante. Vous vous dites, bah oui, c'est vrai que si j'échoue là-dedans, ça n'a aucune conséquence sur ma vie concrètement, quoi. Donc, on peut tous trouver des expériences comme ça. C'est comme mon blog. Quand j'ai démarré des livres pour changer de vie, c'était déjà mon 3e blog, puisque les 2 premiers n'ont pas bien accroché. Et je me suis dit, c'est pas grave, si j'échoue, ça sera un 3e blog que j'aurais pas marché, j'en essaierai un 4e. C'est pas important. Enfin, ce temps-là sera pas perdu non plus, puisque j'aurais appris tellement de choses. Tu vois. Voilà. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans ton mindset, toi, ce que tu valorises, une de tes grandes valeurs, c'est le fait d'apprendre et d'aller de l'avant. Et donc, et d'expérimenter. Voilà, et d'expérimenter, voilà. Et d'avoir vraiment cette approche de, OK, je fais un test, tu vois, c'est pas engageant. C'est pas engageant de faire un test. C'est fun, en fait, c'est amusant. Donc, le vrai drive, le vrai driver pour toi, c'est pas la réussite, bien que si, tu as envie de réussir, évidemment, on a tous. Mais le vrai driver, c'est d'aller de l'avant, d'apprendre, d'expérimenter et te dire, quand je fais ça, je ne peux pas me tromper, dans le sens où je ne peux pas me tromper. Ça ne veut pas dire que je vais réussir de manière garantie, parce que c'est toujours un risque, mais au moins, je serai plus loin que où je suis aujourd'hui. Au moins, j'aurais appris, j'aurais fait des rencontres, j'aurais appris des choses, tandis que quand on est en train de regarder, comme tu disais tout à l'heure, la série télé sur le canapé, on n'avance pas, on ne bouge pas, il ne se passe rien, il n'y a rien qui change. Tandis que là, au moins, je vais de l'avant, j'apprends, je vais faire des rencontres, je vais découvrir des choses et ce n'est pas garanti que je vais réussir, mais c'est ce que je dis souvent. Je dis quand on a cet état d'esprit, on ne peut pas se tromper. Mais ne pas se tromper, ça ne veut pas dire la réussite garantie. Tu vois ce que je veux dire? Non. On ne peut pas se tromper dans le sens où on avance, on grandit. Mais par contre, je peux quand même te dire une chose, l'amusement, le fait de s'amuser, d'apprendre et de progresser, ça, c'est garanti. Hein. Oui. Donc, c'est quand même énorme. Je veux dire, qui peut promettre ça, tu vois? Au début de Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études, je partage des chiffres qui sont édifiants, qui est le degré de satisfaction des gens qui ont un emploi en France. Il y a 6% des gens seulement qui disent qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. 6%. C'est un drame. C'est le plus grand échec de la société occidentale. Et pourtant, on entend à tous les coins de rue, oui, il faut trouver un boulot qui te passionne. Oui, quand tu as trouvé un boulot qui te passionne, tu n'auras plus besoin de travailler pour le reste de ta vie. Ouais, d'accord, mais regardez autour de vous.
Combien de personnes sont passionnées par ce qu'elles font? Il y en a très peu. Et c'est même, d'ailleurs, en France, malheureusement, c'est un des scores les plus mauvais du monde là-dessus. Il y a seulement 6% des gens qui sont passionnés. Il y en a 57%, non, oui, 57% pour qui ça leur fait ni chaud ni froid. Et du coup, je ne sais plus, alors il faudrait calculer, ça doit faire 30% des gens qui haïssent activement leur job. Mais tu te rends compte un peu? Les chiffres aux États-Unis sont bien meilleurs, hein, d'ailleurs, petite parenthèse au passage. Mais n'empêche que même aux États-Unis, les gens passionnés par leur travail, ça reste une minorité. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas non plus une garantie que vous allez être passionné par ce que vous allez faire, mais quand même, vous avez beaucoup plus de chances d'être passionné par ce que vous allez faire dans l'entrepreneuriat parce que déjà, vous pouvez être passionné par l'industrie dans laquelle vous allez créer votre entreprise, mais vous pouvez aussi être passionné non pas par l'industrie de votre entreprise, mais par le processus de création et de développement de votre entreprise en tant que telle. D'accord. Il y a des gens, par exemple, ils aiment pas, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, ils aiment pas être plombier, mais ils adorent développer leur entreprise de plomberie. Tu vois ce que je veux dire? Et après, si vous aimez la plomberie et que vous aimez développer votre entreprise de plomberie, alors là, c'est parfait. Et c'est beaucoup plus faisable, à mon avis, atteignable d'être passionné par ce qu'on fait quand on est entrepreneur que quand on est employé. Ça ne veut pas dire que c'est impossible quand on est employé, hein, mais voilà, on a plus de liberté pour choisir nos sujets quand même. Voilà. Oui, je dis souvent, moi j'accompagne beaucoup de personnes qui quittent leur boîte pour monter leur boîte. et j'aime bien, j'utilise cette image de la boîte en fait. On dit je quitte ma boîte pour monter ma boîte. Je dis mais non, faites attention de ne pas reconstruire une boîte en fait. Souvent, vous quittez votre boîte parce que vous vous sentez enfermé, étriqué, pas libre dans cette boîte qui vous enferme. Et je dis, de l'autre côté, montez pas une boîte, créez un terrain de jeu pour vous amuser, quoi. Créez un terrain de jeu pour vous amuser, vous exprimer et contribuer. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif, c'est d'apporter de la valeur au monde parce qu'on n'a pas de business si on n'apporte pas de valeur. Ça, c'est b.a.-ba du business. Hein. Si tu n'apportes pas de valeur, tu n'as pas de business. Donc, apporter de la valeur avec un business qui est aligné avec nos valeurs. Et puis voilà, et centrer notre activité sur des choses qui nous plaisent, qui nous mettent en joie, qui ont du sens pour nous et s'amuser, quoi. C'est un terrain de jeu. J'ai l'intime conviction que l'entrepreneuriat est un formidable terrain de jeu. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, mais je voudrais aborder encore un thème avec toi. Tu aimes bien parler d'équilibre personnel et tu as cette expression de réussir sa vie plutôt que de réussir dans la vie. Et donc, quels sont, selon toi, les ingrédients qui contribuent à cet équilibre? Oui, c'est une excellente question. Et je veux dire, il y a des gens qui sont extrêmement ambitieux et qui adorent travailler 70 heures par semaine. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Chacun doit trouver son équilibre particulier qui fait que il est épanoui, heureux. Alors, c'est pas toujours facile à trouver, hein, mais voilà. Moi, je travaille en moyenne. Enfin, donc, je voyage 6 mois par an depuis fin 2010. Alors, j'ai voyagé un petit peu moins en 2020 à cause des frictions de la situation. Mais là, par exemple, je suis toujours en voyage. Ça fait 2 mois que je suis en train de voyager. J'ai fait le Portugal, la France, la République dominicaine, le Panama, le Mexique, et là je suis à Istanbul. Donc tu vois, c'est pour donner un petit aperçu de ce que je peux faire. Et après, je vais rentrer chez moi à Dubaï. Et donc voilà, je travaille en moyenne 25 heures par semaine, hein. J'ai un logiciel que j'utilise pour monitorer ça. Et j'ai une entreprise qui fonctionne très bien avec à peu près 25 personnes dans l'équipe. Et voilà, déjà, donc, moi j'adore ce rythme de vie. Pour beaucoup d'entrepreneurs, ils hallucineraient parce qu'ils trouvent que c'est pas assez. Et pourtant, j'adore ce que je fais, donc je pourrais travailler plus en fait, mais j'adore aussi d'autres choses. Donc, déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est que c'est souvent contre-intuitif en fait, parce que les gens veulent gagner du temps dans leur vie, avoir un meilleur équilibre de vie, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont apprendre à déléguer, ils vont apprendre des techniques de productivité, ils vont investir dans des logiciels, et tout ça c'est OK, mais il y a un problème quand même fondamental avec ça que la plupart des gens ne voient pas. C'est que si, admettons, vous avez mis en place un processus pour déléguer ça à un membre de votre équipe, ou vous avez appris une technique de productivité qui vous fait gagner 2 heures par semaine. Si vous ne savez pas déjà à l'avance comment vous allez utiliser ces 2 heures, qu'est-ce qui va se passer quand vous serez dans ce temps libre et que vous serez en face de votre ordinateur parce que vous aurez terminé votre travail? Eh bien, par défaut, vous allez, pour la plupart des gens, hein, vous allez chercher des choses à faire sur votre ordinateur. Vous allez essayer de trouver du travail à faire, même si ce n'est pas fondamentalement utile, même si fondamentalement, il y a quelqu'un d'autre dans votre équipe qui pourrait le faire. Donc, en fait, ça paraît contre-intuitif, mais la première étape pour avoir un meilleur équilibre de vie et être plus productif, c'est de trouver quelque chose en dehors du travail qui vous rend impatient de fermer votre ordinateur. Mmh. Et quand vous avez ça, vous avez immédiatement une motivation à être plus efficace, à être plus productif, à déléguer, à faire les choses en temps et en heure et à ne pas faire du travail pour le travail. Voilà, c'est le meilleur moyen d'arrêter de procrastiner en fait.
Oui, alors c'est un des moyens, voilà, exactement. Et c'est un des meilleurs moyens aussi de ne pas brasser du vent, si tu veux, parce que nous, on a horreur du vide, nous, êtres humains, hein, on a horreur du vide et on n'aime pas ne rien faire, on n'aime pas regarder les mouches qui volent. Donc, si on n'a rien à faire et qu'on est devant son ordinateur, c'est tellement facile d'aller se trouver des tâches à faire ou même d'aller regarder, tu vois, des vidéos de chats sur Facebook. Enfin, c'est juste un exemple, des trucs qui ne sont pas fondamentalement très intéressants. Et donc, pour moi, l'activité que j'ai trouvée qui me remplit et qui me donne super envie de faire mon ordinateur, c'est de voyager. Mhm. Là, tu vois, je suis arrivé hier à Istanbul. J'ai pas envie de passer 12 heures par jour sur mon ordinateur. Mhm. C'est la première fois que je viens ici. J'ai envie de découvrir la ville, de rencontrer des gens, de goûter à la nourriture, de faire les activités. Tu vois, je veux faire 1 milliard de choses à part rester devant mon ordinateur tous les jours. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler, ça ne veut pas dire que j'adore pas mon travail. Mais là, ma passion pour le travail est en compétition avec ma passion pour découvrir le lieu. Et du coup, ça me rend obligatoirement plus efficace, tu vois. Et voilà. Après, les voyages, ça c'est mon truc, hein. Pour d'autres personnes, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être, je sais pas moi, l'équitation, le kitesurf, le fait de faire à manger, enfin, de la cuisine mexicaine, par exemple, enfin, que sais-je encore. Donc ça, c'est vraiment une C'est vrai que étape que beaucoup de gens négligent en fait. Ouais. voilà. Et là, je t'écoute et je pense à toutes les femmes qui m'écoutent parce que moi, j'ai un auditeur, enfin, mes auditrices, ce sont souvent, j'ai beaucoup de femmes qui m'écoutent dans ce podcast. Et c'est vrai que beaucoup de femmes entrepreneuses que j'accompagne, ben, quand elles arrêtent de bosser, elles sont même pas forcément motivées à arrêter de bosser parce que derrière, c'est les lessives, le ménage, les devoirs, la maison, les repas. Et donc, oui, donner la permission aux entrepreneurs et aux entrepreneuses de se dire peut-être que pour réussir mon business et pour être plus efficace et pour mieux travailler dans mon business, enfin mieux travailler, oui, sur mon business, pour reprendre ton terme, pour mieux travailler, bah, peut-être qu'il faut que je me donne la permission de mettre au cœur de ma vie des passions, des choses qui m'intéressent vraiment, des choses à faire en dehors de chez moi, peut-être quand les enfants sont encore à l'école parce que j'ai fini ma journée de travail et je vais aller courir, je vais aller faire une randonnée, je vais aller prendre un cours de danse, je vais me mettre à la musique, faire de la peinture ou quel que soit ce qu'on a envie de faire dans ce temps-là et de se dire bah, peut-être que c'est complètement, comme tu le dis, contre-intuitif de se dire et si c'était ça qui allait m'amener à oser être brillante, à oser voir grand, à oser me dépasser, à poser des actes à la hauteur de mes ambitions, à être plus efficace et à travailler mieux. Et donc, j'en reviens à mon motto que je partageais au début de cet épisode, le work better, play harder. Donc, travailler mieux et s'amuser encore plus. Donc, Oui, et d'ailleurs, je me permets aussi d'ajouter, c'est que clairement, je pense que pour la plupart des femmes, c'est plus difficile d'être entrepreneur que pour un homme, parce que malheureusement, comme tu l'as dit, il y a encore cette répartition des tâches dans beaucoup de couples qui fait que la femme va avoir plus de tâches ménagères à faire, va devoir s'occuper davantage des enfants. Alors, il y a des couples où c'est pas le cas, hein. Et du coup, c'est pas aussi facile. Et je pense que c'est un facteur, tu vois, parce que quand on regarde les créations d'entreprises en France, et je sais que c'est à peu près pareil dans la plupart des pays occidentaux, il y a seulement un tiers des entreprises qui sont créées par des femmes. Et tu vois, je me pose toujours la question de pourquoi, mais je pense que ça, c'est un des facteurs. Et clairement, euh, ça c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je recommande à mes élèves, mais encore plus du coup aux femmes qui sont dans cette situation. Vous devez penser en termes de délégation et de recrutement, non seulement dans votre boîte, mais le premier truc à déléguer, c'est toutes les tâches, ce genre de tâches dans votre vie. oui. Franchement, alors à moins que vraiment vous n'ayez pas les moyens, dans ce cas-là, ok, bah, vous mettez le couteau entre les dents jusqu'au moment où vous aurez les moyens. Mais dès que vous avez les moyens, il faut absolument déléguer le ménage, Oui. toutes les tâches ménagères en fait. Et justement, le fait d'avoir une passion où vous voulez vraiment passer du temps dedans, ça peut être une très bonne motivation pour vous. Et d'ailleurs, l'entreprise aussi, hein, créer, développer une entreprise, c'est une très bonne motivation pour déléguer ce genre de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, et pas seulement des femmes, des hommes aussi, hein, qui sont assez, ils sont pas très motivés à cette idée de déléguer des trucs comme ça dans leur vie personnelle. Mais vraiment, au bout d'un moment, c'est un calcul. Vous regardez la valeur que vous générez par heure dans votre entreprise et vous regardez combien coûte quelqu'un qui ferait ces tâches-là à votre place. Et en Voilà. général, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas C'est comme ça que je me suis mise à effectivement déléguer le ménage, déléguer les courses. Par contre, j'ai gardé les trajets à l'école qui n'ont pas lieu tous les jours. D'ailleurs, je me suis bien organisée à faire un covoiturage avec d'autres mamans, donc je n'ai pas les trajets tous les jours à l'école. Mais par contre, je l'ai gardé parce que je me suis rendu compte que dans ce temps de trajet avec les enfants, j'avais des conversations qui étaient en fait très riches avec mes enfants. Et donc, je l'ai gardé parce que j'y voyais une vraie richesse pour ma vie et un vrai sas qui était intéressant avec ma casquette parentale.
Et sur ce point, je voudrais noter, moi, c'est vrai que j'ai souvent, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je pouvais tomber dans cette conversation ambiante qui disait, ben voilà, moi, je suis, on appelle ça une mompreneur, hein, une entrepreneuse qui est maman. Et donc, parce que j'ai mes enfants, et ben, du coup, mon business va rester petit. Il y a un peu cette conversation de c'est normal que mon business vivote parce que moi, je dois chercher les enfants à l'école, parce que moi, je dois faire les devoirs, parce que moi, je dois faire tout ça. Et donc, quelque part, c'est un alibi, quelque part, c'est une excuse, hein, de Oui. se servir de mes enfants comme. Et moi, je me suis dit, et donc, on peut vite rentrer dans la conversation de dire, ah, mon mari, lui, c'est différent. Lui, s'il est entrepreneur ou s'il a son compte, lui, en tout cas, il revient, il met les pieds sous la table, ou lui, il n'est pas là, il n'a pas à gérer tout ça. Et donc, on est un peu en posture victime coupable. Évidemment, moi, comme j'ai écrit J'arrête de râler, j'ai appris à sortir de cette posture victime coupable. Et surtout, ce que j'ai commencé à me dire, c'est, mais en fait, c'est pas lui qui a de la chance, c'est moi. Parce qu'à l'échelle de ma vie, eh ben moi, j'aurai la satisfaction d'avoir été présente pour mes enfants. J'aurai la satisfaction d'avoir été là dans ces moments ordinaires du quotidien qui peuvent sembler ennuyeux, mais qui en fait sont très précieux. Et c'est justement parce que j'ai des enfants que je dois poser des actes à la hauteur de mes ambitions. C'est justement parce que j'ai des enfants que je dois voir plus grand dans mon business. Parce que je n'ai pas le temps de bosser toute la journée. Je n'ai pas le temps de bosser jusqu'à 19 heures. Ben non, moi, ma journée, elle finit à 15 heures. Et donc, pour avoir un business qui se développe en finissant ma journée à 15 heures, eh ben, je dois penser mon business autrement. Et je dois arrêter de développer un business qui va nécessiter trop de temps et trop de moi, en fait. Et je dois justement faire tout ce que tu as prêché dans cet épisode, qui est de développer un business qui a moins besoin de nous, et un business où, en tout cas, quand le business a besoin de nous, on est vraiment à notre place et on est vraiment à l'endroit où on crée plus de valeur pour l'entreprise. Donc voilà. Petit mot de la fin, il faut qu'on arrête cet épisode parce qu'on est en train d'exploser les compteurs en termes de timing. En tout cas, c'est une conversation passionnante. Je me réjouis vraiment pour les auditeurs et les auditrices qui sont tentés par l'entrepreneuriat ou qui sont dans l'entrepreneuriat et qui vont nous écouter. Olivier, dis-nous, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver pour continuer à voir ce que tu fais et à rester en lien avec toi? Donc, il y a ma chaîne YouTube Olivier Roland, mon blog des livres pour changer de vie que j'ai déjà mentionné, et puis mon livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui d'ailleurs sera sorti. Il vient de franchir les 100 000 exemplaires, donc je suis très content. Et il sortira bientôt en BD là au mois d'octobre. Et oui, puis je viens juste de lancer aussi un podcast, Les Rebelles Intelligents. Voilà, dans lequel j'interviewe des rebelles intelligents. Voilà, donc je fais beaucoup de choses, donc il y a pas mal d'endroits où me retrouver. Super. Bah, merci beaucoup Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation. À bientôt. Merci Christine. Alors voilà, ma conversation avec Olivier Roland est terminée. Mais si vous avez envie de continuer à écouter des échanges, des conversations qui parlent de réussite et d'épanouissement professionnel, je vous invite à écouter l'épisode 40 intitulé Opting Out, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ainsi que l'épisode 17 sur le slow working et enfin l'épisode 9 intitulé Poser des actes à la hauteur de ses ambitions. Bonne écoute! Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.